Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la troisième étape du côté de l'étoile de Bessèges. Deuxième jour véritablement de course, mais troisième étape. Vu que la première a été annulée, on va revenir sur cette journée qui a été les fameuses étapes de Tour de Bessèges, qui n'a pas été la plus passionnante de l'histoire, cette étape au Tour de Bessèges. Je dirais presque même que je me suis un petit peu ennuyé par rapport même à Louis-la-Tour et Tour de la Communauté de Valence, alors que j'en attendais pas grand-chose de l'étape du jour du Tour de la Communauté de Valence. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le dérivé des compétitions en direct. Les shorts également, juste après l'arrivée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. La petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment Étoile de Bessèges. Juste avant, il y a eu Louis-la-Tour et juste après, il y aura le Tour de la Communauté de Valence. On commence avec cette troisième étape du côté de l'étoile de Bessèges. C'était la fameuse étape au Tour de Bessèges. Et il n'y avait pas beaucoup de vent aujourd'hui, il faisait beau et c'était pas hyper passionnant. Je sais pas si c'est parce que le niveau est très fort et que donc c'est vrai qu'on a Mats Pedersen qui passe très bien les bosses, on a Axel Laurens qui passe très bien les bosses, donc c'était assez dur d'éliminer les sprinters aujourd'hui. Je pense surtout qu'il y a des équipes qui s'y sont mis trop tardivement. C'est-à-dire que je pense que la Groupama ou Decathlon AG2R, s'ils voulaient vraiment dynamiter la course, fallait pas attendre les 40 derniers kilomètres ou les 50 derniers kilomètres. Fallait vraiment le faire bien avant. Si tu attends les 30 derniers kilomètres pour dynamiter la course, c'est-à-dire grosso modo, ça a commencé à accélérer col de porte, pour moi. C'est trop tard. Enfin là, il fallait déjà faire le ménage un petit peu avant quand même. Si tu voulais rendre la course compliquée, il fallait faire le ménage avant. Je pense on s'y est pris un petit peu trop tard et face à Pedersen, face à Axel Laurens, même maintenant à quand même gérer au moins 60 à 70% des sprinters du peloton professionnel. L'enchaînement col de Brousse, col de Porte, ces mecs-là peuvent le passer tranquillement sans se mettre en difficulté. C'est ce qui s'est produit. Donc c'est dommage. C'est dommage qu'on a attendu trop tardivement avant de faire vraiment un gros travail dans certaines formations. Parce qu'on a tenté des attaques, mais qui n'ont jamais véritablement fait de grosses différences, que ce soit Cosnefroy, que ce soit Rochas, notamment Cosnefroy de reprise, que ce soit Marco Brenner également dans le final, c'est presque l'attaque qui a été la plus dangereuse. Gros sprint de Pedersen aujourd'hui, qui fait la différence. Hein. Il n'y a pas photo. Aujourd'hui, Pedersen, il était sur le monde. Hein. Menton, il avait la bonne roue, hein, mais il n'a jamais pu passer. C'est un peu comme son collègue Milan sur le Tour de la Communauté de Valence. Là, c'est vrai que le sprint de Pedersen, aujourd'hui, il était intouchable. Parce que il s'est pas vraiment fatigué sur le reste de la journée non plus, Mats Pedersen, donc c'est sûr que ça a été plutôt tranquille pour lui et il prend le maillot de leader par la même occasion. Et du côté de cette étoile de Bessèges, le top 10 du jour, Pedersen devant Menton, Rasmus Stiller, Sandy Dujardin, Benoît Cosnefroy, Samuel Leroux, Axel Laurens, Kenneth Van Rooij, Maxime Jarnet et Alexandre Delettre. On s'aperçoit qu'il y a quand même 3 coureurs d'équipe continentale qui sont dans le top 10, 2 de Vandrezal et 1 de Saint-Michel, Mavic Aubert 93. Et puis surtout, Sandy Dujardin, il échoue à une place de marquer les premiers, des points UCI pour Total sur cette étape. C'est dommage, encore les points manqués du côté de la Total Energy. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top aujourd'hui. Il est danois. Il roule à Lidl Trek. Mats Pedersen. C'est trop bien emmené, quoi. Presque. Ça a presque été trop facile pour Mats Pedersen. Il y a quand même Brenner qui a tenté de faire la différence. Hein, mais c'est vrai que on n'a pas roulé assez vite pour vraiment faire lâcher les mecs.
Encore une fois, pourtant on roule à 43, hein, mais aujourd'hui c'est des mecs qui sont capables de passer ces bosses à cette vitesse-là. C'est-à-dire qu'il fallait dynamiter avant la course. Et Mats Pedersen, il peut dire aussi merci, notamment à Julien Bernard, qui l'a replacé dans la dernière côte du jour, qui a fait un bel effort pour bien le replacer. Et puis après, il s'est très bien débrouillé dans le final. Ça, c'est clair et net, bien emmené par son équipe. Bon, après, c'est Pedersen, hein. On est sur l'un des meilleurs sprinteurs du peloton. Donc forcément, après, derrière, soit il faut réussir à perturber le train de la Lidl Trek, ce que personne n'a réussi à faire, soit faut être vraiment un Jasper Philipsen ou des mecs comme ça, quoi. Mais là, Pedersen, il s'est pas raté. Puis je pense qu'il avait pas envie de se rater. Hier, il a perdu l'étape, il avait envie de la gagner, celle-là. Aujourd'hui, parce qu'il sait que c'est une édition qu'il peut remporter, parce que demain, c'est pas encore très compliqué. Le chrono, il s'en sort très bien. Donc il sait que c'est une course par étape qu'il peut gagner. Il n'y en a pas 150 comme ça, hein, qu'on peut remporter des courses par étape. Donc c'est vrai qu'en avoir une dans son palmarès quand on est sprinter, il n'y a pas 150 sprinters qui ont des courses par étape comme ça à remporter dans leur palmarès. Donc je pense que c'est un véritable objectif de début de saison de Pedersen vu le parcours. Et pour le moment, tout se passe bien parce que demain, pour moi, c'est pas suffisamment dur pour éliminer Pedersen. Et dimanche, le contre-la-montre, normalement, il sait faire. Alors, il faudra quand même qu'il se méfie d'un Kevin Vauquelin sur le contre-la-montre et de demain aussi de Kevin Vauquelin parce qu'on sent qu'il essaye tous les jours, Kevin Vauquelin. Peut-être que demain, ça va enfin passer. Jusqu'à maintenant, là, aujourd'hui, il tente le coup du kilomètre, ça n'a pas marché, mais voilà, on sent qu'il est actif, Vauquelin. Et surtout, il a montré que il a récupéré la condition physique qu'il avait l'année dernière à la même période, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que j'avais un peu des doutes suite à ses soucis de hanche. Alors par contre, il faudra que ça tienne le maximum dans l'année, puisque sinon, c'est vrai qu'on dira que c'est juste un coureur de début de saison. Mais moi, je rappelle que quand on l'a vu la première fois, quand on l'a un peu découvert, c'était au mois d'août, les championnats d'Europe de cyclisme. C'était aussi le Tour du Luxembourg. Donc c'était plutôt sur la deuxième partie de saison. Donc voilà, il y a eu également des résultats pour Vauquelin en deuxième partie de saison. Mais c'est vrai que l'année dernière, il obtient des forts résultats sur la première partie de la saison. Menten, l'Autodestiny, pouvait pas faire grand chose. La Menten, c'est-à-dire que il prend la bonne roue, hein, il essaye de déboîter, mais quand il essaye de déboîter, derrière, il arrive à tenir la route Pedersen que quand il est à l'aspiration, quoi. Il n'arrive pas du tout à remonter sur Pedersen et il n'y avait aucune possibilité d'aller battre Pedersen qui a le temps de lever les bras quand même sur la ligne d'arrivée. Il était trop fort aujourd'hui, Pedersen. Trop fort. Mais ça fait quand même du bien de revoir Milan Benton du côté de la Lotto Destiny, surtout qu'on a vu un peu la Lotto Destiny travailler. Ça fait du bien, pourquoi ? Parce que c'est vrai que sa fin de saison, je dirais 2023, notamment, moi j'avais été assez déçu par sa Vuelta. Il fait quand même 14e du Giro del Veneto en termes de résultats, mais c'est vrai que j'avais bien aimé sa première partie de saison, moi, hein. Notamment, il est là sur le Tour de Romandie, le Samin qu'il avait remporté, le Grand Prix Cric-Lyon où il fait 2. Enfin, il avait fait quand même un mois de mars très très bon. C'est vrai que jusqu'en juillet, le Cibus Cycling Tour, et puis après, ça avait été moins bien dès le Tour de Pologne. Donc là, ça fait du bien de le revoir au top. Lui qui est en fin de contrat avec la Lotto Destiny, parce qu'il avait qu'un contrat de 2 ans après son passage à la Bingol. Mais là, c'est une saison qui est importante pour lui, parce qu'il faudra qu'il obtienne des résultats sur les courses importantes. Est-ce qu'il fera un autre grand tour ? Parce que jusqu'à maintenant, il n'a qu'une Vuelta. Est-ce qu'on le mettra sur une deuxième Vuelta ? C'est une question qu'on peut se poser, parce que vu qu'Arnaud Delis, normalement, doit faire je crois que c'est le Tour de France, normalement, que doit faire Arnaud Delis. Mais du côté de Milan Benton, c'est plutôt bien. Ce résultat, ça donne de la confiance, je pense, pour le reste de la saison. Mais il sait aussi ce qu'il a encore à faire pour aller chercher un mec comme Mats Pedersen. S'il veut gagner un Åker Korsø, il y a encore du boulot à faire face aux coureurs danois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Pedersen, il était imbattable, donc au moins il prend la deuxième place. C'est un résultat satisfaisant. Et puis je termine, le dernier coureur top, Samuel Leroux, le coureur de Van Rysel, Roubaix.
qui a fait une belle journée, Samuel Leroux, voilà, le coureur de 29 ans, qui est chez Van Driesel depuis de nombreuses années, qui est un coureur qui a obtenu pas mal de résultats, mais dans des courses françaises et pas forcément dans des grandes épreuves françaises, notamment le Grand Prix de la ville de Didier, le Tour de Loire. Mais voilà, qui est un coureur qui a su saisir sa chance aujourd'hui sur un sprint où il y avait un petit peu moins de monde. Bah, il a fait le bon job. Et puis là aussi, ça peut lancer très bien la saison d'Andrissel sur cette étoile de Bessèges. Je le dis souvent, hein, mais c'est vrai que sur l'étoile de Bessèges, on a parfois des sprinteurs d'équipes continentales. Moi, je me souviens qu'il y avait, ou d'équipes de deuxième division, moi, je me souviens qu'il y avait une victoire de Bingo une année. Je ne sais plus si c'était pas Kenneth Van Roy ou Van Bilsen, je sais plus, qui avait gagné une étape sur. Il y avait un mec de cette équipe qui avait gagné une étape sur l'étoile de Bessèges. C'était la première année où c'était diffusé sur la chaîne L'équipe. Et c'est vraiment une course où on peut faire enfin, on peut s'en sortir quand on est dans une équipe continentale. Si on a fait un bon stage en début de saison, les autres coureurs sont pas toujours totalement au point. Donc on peut faire des résultats. Et là, il en a profité, Samuel Leroux. Il fait quand même sixième devant ses Cosnefroy, devant ses Mats Pedersen, Menton, Rasmus Stiller et Sandy Dujardin. Donc voilà, il fait quand même sixième derrière du très beau monde aujourd'hui. Donc belle performance de la part du coureur français. Et encore une fois, Van Driesel, c'est une équipe qui peut avoir des ambitions pour cette année 2024. Parce qu'avec Emmanuel Morin, avec Samuel Leroux, notamment dans cette formation, vous avez également Kenny Molly, aussi le Belge qui est toujours là, et puis les deux Estoniens. C'est une équipe qui peut vraiment, sur les sprints, faire des belles choses. Donc voilà, j'attends des résultats du côté de Van Driesel pour l'année prochaine. Et ben on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, c'est Luca Mozzato de Arkea. Alors autant on a vu Kevin Vauquelin depuis le début de la course, autant Mozzato, on ne l'a pas vu. Mais j'ai envie de dire qu'on n'a pas vu vraiment Mozzato depuis le début de saison. Seulement 125e aujourd'hui. 12 minutes 27 de perdu. Alors il avait fait 8e à Classicat Communautat de Valenciana. Mais c'est pas la course avec. Alors il y avait quand même Renaud Vegan, mais c'est quand même une course qui est toujours un petit peu atypique, la première course en Europe de l'année. Ouais, pour le moment, c'est pas dingue ce qu'il fait. 70e de la Ruta de la Ceramica, 123e du Grand Prix de la Marseillaise, 93e de la première étape, 125e de l'étape numéro 2. Il n'est pas dans le coup pour le moment, notre ami Mozzato. C'est difficile à dire pourquoi. Je sais pas si l'année dernière c'était déjà le cas pour Mozzato. Je vais vérifier. Ouais, ça n'avait pas été dingue déjà sur l'étoile de Bessèges, oui. Donc je pense que c'est quelqu'un qui aime pas trop le mois de février, qui aime pas trop le mois de janvier, mois de février. Parce qu'ensuite il avait fait un mois de mars intéressant, notamment 5e du Sama. Mais le début de saison n'avait pas été dingue pour Luca Mozzato. Comment dire, c'est vrai que là les résultats, on sent qu'il n'est pas dans le tempo. C'est-à-dire qu'on sent que là quand tu finis 125e à une dizaine de minutes aujourd'hui, sur une étape avec 2600 mètres de dénivelé positif, bon c'est que t'es pas vraiment dans le coup. Même si c'est vrai que Mozzato c'est un sprinter qui sprinte bien en bosse, mais c'est pas forcément celui qui passe le mieux les bosses. De manière assez surprenante. C'est-à-dire qu'il sprinte bien dans les faux plats montants. Mais je pense qu'il y a meilleur que lui vraiment dans des sprints pour passer les bosses. C'est pas Michael Matthews, Mozzato. Il faut l'avoir en tête. Et là, je pense surtout qu'il n'est pas encore au top du tout de sa condition physique, le coureur italien. Donc il démarre piano. Il démarre pas sur les chapeaux de roue. Voilà. Je vais regarder en 2022, quand il était chez BNB, est-ce que c'était pareil ? Ah non, parce qu'il avait fait des bons résultats sur le Tour de la Communauté de Valence, à l'époque sur BNB. Chez BNB en 2022, en 2021, oui, il avait fait 3ème à Nocere-Corseux, c'était son 4e jour de course. Donc oui, non, c'est depuis qu'il est chez Arkea que les débuts de saison sont pas exceptionnels du côté de Mozzato. Donc ça serait bien pour lui. En plus, ça serait important pour lui de passer un cap en 2024 sur des courses un peu plus importantes où il y a un peu plus de densité. Parce que jusqu'à maintenant, il a eu des résultats
l'année dernière vainqueur de Binche, vainqueur de Limousin, aussi d'une étape du Limousin. L'année dernière, deuxième du Trobro en 2022, mais ça serait bien de passer un cap pardon, sur on va dire la notoriété des courses pour avoir des grands résultats. Donc ça serait bien que ça lui arrive du côté de Mozzato. Mais début de saison, 30 kilos du côté du coureur italien. Je poursuis avec la Groupama. Je m'attendais à un peu mieux du côté de la Groupama aujourd'hui. Je me disais, ah bah tiens, vu l'équipe qu'ils ont au départ, bon, ils ont Marc Sarro. En passant Marc Sarro, il a changé de maillot, mais pour l'instant, c'est toujours passé au niveau des résultats. Mais du côté de la Groupama, ça, je me disais, bon, on a Kevin Geniet, on a Rochas, on a des coureurs pour un peu faire le tempo et puis pourquoi pas essayer un petit peu de dynamiter la course de loin. On a Quentin Paché aussi. Voilà, on a des mecs qui peuvent faire le job vraiment aujourd'hui pour essayer de faire un gros tempo et puis pourquoi pas de dynamiter la course de loin. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils tentent de loin pour moi. Je m'attendais à ce que pourquoi pas un Quentin Paché prenne l'échappée matinale. Ça n'a pas été le cas. Et qu'ensuite Rochas et Geniette, il y en a un qui essaye de partir de loin, quoi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils avaient la possibilité de faire mal aujourd'hui. Et il y en a 4 qui finissent dans le bon peloton, sauf qu'ils finissent 18, 30, 35, 53. Donc c'est ça qui est un petit peu frustrant. Alors Rochas a tenté, Geniette a tenté, mais trop proche de l'arrivée. Et surtout, je me dis que Geniette, Rochas, sur le dernier contre-la-montre, je suis pas sûr qu'ils arrivent à tenir la cadence par rapport à un Mats Pedersen. Hein. Donc ça aurait été bien de prendre de l'avance, mais pour ça, il fallait dynamiter la course de plus loin. Si tu attends les 2 dernières difficultés pour dynamiter la course sur l'étape de Bessèges, tu peux pas faire la différence, encore une fois. Donc je pense qu'ils s'y sont pris trop tardivement, vraiment, la Groupama. Et, ils ont pas fait la différence. Alors peut-être parce qu'ils se sont dit Decathlon a plus de chances de faire... d'attaquer en premier et qu'on attend que Decathlon accélère et que Decathlon n'a accéléré que tardivement avec Cosnefroy. Mais bon, il y a un moment, si tu attends que ce soit les autres qui fassent le travail, c'est sûr que parfois tu peux attendre longtemps. Donc je me dis que c'est une erreur de leur part. Vraiment, ils auraient dû faire différemment. Du côté de la Groupama, ils auraient dû vraiment mener un gros tempo dès la deuxième partie de journée. Utiliser pourquoi pas également un Quentin Paché dans l'échappée, ça aurait peut-être pu être intéressant. Je m'attendais à mieux, voilà, de la part de la Groupama. Je m'attendais vraiment à ce que la course soit dynamitée un peu plus par cette équipe. Et puis je termine avec Kern Pharma. Là aussi un peu déçu du côté de Kern Pharma, de l'équipo Kern Pharma, parce que ils n'ont pas au Mikel et Galvan. Je me disais, il y en a un des deux qui peut quand même attraper le top 5 aujourd'hui. Enfin, c'est des mecs qui ont une bonne pointe de vitesse. Pao Mikel, il a une bonne pointe de vitesse. Mon Galvan, il sait aussi faire. Et ils font 23 et 32 aujourd'hui. Alors que Pao Mikel, par exemple, il fait 5ème, je crois, du Grand Prix de la Marseillaise. Il fait vraiment une belle perf. Ça, je me disais, vu ce qu'il a fait au Grand Prix de la Marseillaise sur un sprint où il y avait quand même encore un petit peu de monde, sur le Grand Prix de la Marseillaise dans le final, dans le sprint du peloton, je me dis, tiens, aujourd'hui, 2000 mètres de dénivelé positif, il est peut-être capable de refaire la même chose. Et alors soit il n'a pas trouvé l'ouverture, soit il y avait un petit peu de fatigue, soit il a vraiment pas réussi à trouver l'ouverture, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de monde, mais voilà, il finit que 23ème, et puis Galvan, 32, peut-être aussi que Galvan aurait peut-être pu faire le job pour Pao Mikel, pour tenter de le placer dans le final, pour tenter qu'il fasse un top 10, parce que ça aurait été bien aujourd'hui un top 10 pour Kern Pharma sur l'étoile de Bessèges. C'est une équipe qui doit se montrer, elle est souvent invitée en France, l'équipe Kern Pharma, mais jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'elle n'a pas forcément eu des grands résultats sur les courses en France. Donc ça serait bien de montrer qu'on mérite vraiment l'invitation et pas seulement prendre des échappées. Voilà, c'est important aussi de montrer que cette équipe-là, elle a envie d'obtenir des grands résultats sur les courses françaises. C'est vrai qu'aujourd'hui, seulement 23 et 32, c'est quand même pas le résultat du siècle du côté de cette formation. Bon, on regarde tout de suite l'étape de demain, pardon.
Quatrième étape et la dernière en ligne sur cette étoile de Bessèges avec cette journée du côté de Méjeanne-le-Clap où on passera à plusieurs reprises par la côte de Méjeanne-le-Clap, on passera à 3 reprises par cette côte de Méjeanne-le-Clap, donc un petit circuit d'une soixantaine de kilomètres qu'il faudra prendre à 1, 2, 3 reprises pour finir avec ces étapes en ligne du côté de l'étoile de Bessèges. Alors c'est pas l'étape du samedi la plus compliquée qu'on ait eue de l'histoire de l'étoile de Bessèges. C'est vrai que par rapport aux dernières années, c'est presque plat. Surtout que la côte de Méjeanne-le-Clap n'est pas extrêmement compliquée, donc je ne suis pas sûr qu'on va encore réussir à éviter les sprinters sur cette journée. Avec la côte de Saint-Laurent-la-Vernède, qui est donc la côte qui est, non, c'est celle-là, Saint-Laurent-la-Vernède, donc 4%, pardon, un passage à 6,1% sur cette côte de 2,2 km, et puis donc la côte de Méjeanne-le-Clap. Côte de Méjeanne-le-Clap, voilà, elle fait 7,3 km, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de pente. C'est un peu le souci de sa difficulté. Alors certes c'est long, mais il n'y a pas de pente. Donc je pense que ça va être très compliqué de faire la différence dans cette montée. Donc vous voyez, 160 km. Le final, particularité, il y a aussi la côte de Taro, côte de deuxième catégorie pendant 4 km. Je sais pas où ils l'ont trouvé, la côte de Taro. Oui, non, ça doit être une erreur, parce que moi, j'ai pas cette côte-là sur mon... Oui. Pour tout vous dire, les profils, je prends rapidement, mais la côte de Taro, elle n'y est pas. Je voulais juste vous indiquer quelque chose, parce que pour avoir quand même étudié un petit peu le profil de cette étape, c'est que vous voyez, l'arrivée ne se fait pas directement au sommet à Méjeanne-le-Clap, il y a un petit plat, donc pendant, je dirais, 200-300 mètres au moins de plat. Donc on pourrait arriver à plusieurs et avoir un sprint. Le sprint sera sur le plat et pas en bosse. C'est important de le signaler voilà, sur cette étape. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!